Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de cette journée scientifique, de cette chaire leadership et résilience. Merci au docteur Lebrise et à toute son équipe. Merci également à nos confrères angevins qui nous accueillent aujourd'hui au sein de ce pôle santé de l'Université d'Angers. Je m'appelle Tristan Montier, je vais vous détailler un petit peu mon parcours, qui je suis, et puis je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce qui m'a été demandé, de ce qui fut la crise Covid et la vaccination qui s'en est suivie. Je suis chef d'une équipe INSERM, donc je suis PUPH, professeur de médecine et praticien hospitalier en génétique à Brest. Je dirige une équipe INSERM et puis j'exerce au sein du service de génétique médicale et biologie de la reproduction au CHU à Brest. Et depuis 2016, je suis fonctionnaire sécurité défense de notre université et depuis avril de l'année dernière, début avril de l'année dernière, je suis vice-président recherche et innovation. Par ailleurs, j'ai aussi une vie de réserviste depuis 2001 et depuis 2011, en fait, je suis affecté au service d'accueil des urgences de Clermont-Tonnerre. J'ai fait le choix, en tant que PUPH de génétique, d'aller continuer à pratiquer ma médecine dans un service d'accueil d'urgence. Voilà, ça me fait beaucoup de bien parce que d'habitude, mon quotidien, c'est davantage des patients atteints de mucoviscidose, de myopathie, etc. Et puis, j'ai acquis à cette occasion un certain nombre d'autres compétences. Et puis c'est très bien parce qu'à chaque fois que je vais là-bas, je ne suis pas le chef, donc comme ça je fais ce qu'on me dit de faire et ça fait aussi du bien de s'extraire du champ dans lequel on se situe. Voilà. Alors, Brest, c'est un endroit un petit peu particulier et surtout, je voulais vous raconter un petit peu les choses. En 2016, on signe une convention tripartite entre le CHU de Brest. Là, vous avez le médecin général des armées de Beaune et puis notre président Mathieu Gallou qui signent une convention tripartite formant l'ensemble hospitalo-civilo-militaire. Donc une convention entre trois entités pour essayer finalement de sauver la CHIA Clermont-Tonnerre, pour être très clair. À l'époque, les grands penseurs de Bercy estiment qu'un HIA à Brest, ça ne sert pas à grand-chose, ça coûte très cher, et que donc il faut déflater. Donc, on programme au départ l'extinction progressive des feux à Clermont-Tonnerre, de la même chose à Metz, la même chose à Bordeaux, etc. Il devait rester deux grandes zones plateformes, Percy et Bégin, et puis Toulon-Marseille, et puis sorti de là, rien du tout. Pour contrer ça, on s'associe entre des civils et des militaires, des hospitaliers et des universitaires, puisque vous savez que les facultés de médecine prennent aussi en charge les internes du SSA affectés dans l'hôpital militaire. Donc, on en prend. Donc, il y avait vraiment les deux volets, à la fois recherche et formation. Voilà pourquoi l'UBO rentre dans la danse. Je vous passe les détails, mais ça s'est fait en un week-end. On a réécrit complètement la convention. Et puis quand le responsable de Paris est venu, on lui a dit en fait non, on n'a pas programmé de mourir tout de suite, ou tout au moins on va le faire tous ensemble. Donc ça a changé, a contrarié un petit peu ses plans. Et ça a mené finalement à la signature de cette convention qui a sauvé Clermont-Tonnerre en 2016. Néanmoins, les effectifs ont continué à descendre gentiment jusqu'à atteindre 160-170 PAX, ce qui n'est pas complètement anodin. Alors je vous raconte tout ça parce que à la fin, vous verrez, normalement, ça fait un ensemble cohérent, au moins dans mon esprit, et j'espère que ça sera aussi dans le vôtre. Parallèlement, en plus de mes activités donc, de fonctionnaire sécurité défense, j'anime depuis maintenant 2017 les journées nationales des réservistes. Alors vous voyez, il y a tout un tas d'uniformes là, il n'y a pas que du SSA, il y a de la marine nationale, il y a de la gendarmerie, il y a nos collègues aussi de l'armée de l'air
voilà, et qu'on organise maintenant depuis 2017, à l'exception de l'année 2020, vous en conviendrez, donc au sein de notre université, le but étant d'inciter un certain nombre de nos étudiants à rejoindre les rangs de la réserve. Alors, il était une fois à Brest. Vous savez que Brest est une base de défense de niveau 3. Il y a bien sûr des écoles, mais il y a aussi la FAN, la FOST, etc. Plein d'organismes. On a parlé tout à l'heure des commandos, que ce soit les commandos marines, mais aussi le service action de la DGSE. Enfin bref, il y a sur l'ensemble de la base de défense Brest-Lorient, on est autour de 30-35 000 PAX. Donc c'est quand même très conséquent. Et il faut évidemment suivre tout ce personnel. Alors notez bien la date, 30 novembre 2019, Rémi Macarez, qui était alors le médecin général commandant l'HIA Clermont-Tonnerre, organise avec nos collègues allemands et nos collègues américains, un petit colloque sur les 100 ans après la grippe espagnole à Brest, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais cette grippe espagnole est arrivée dans les cales du Léviathan, un bateau de l'US Navy qui a eu des morts de grippe espagnole, mais de toutes les façons, l'état-major avait pensé en 17 que les SAMIS arrivant rapidement et étant conduits sur le front très très rapidement, ils n'allaient pas disperser tellement la maladie, puisque les Allemands allaient se charger de les faire mourir beaucoup plus rapidement. Donc en novembre 2019, donc Christopher Payan, notre PUPH de virologie, donc parle de cette grippe A, hein, de ses caractéristiques. Et puis on a notre collègue américain également qui va parler justement de les nouvelles stratégies que les Américains envisagent en matière de vaccination par rapport aux grippes. Voilà, donc ça c'est élément du contexte. On se souhaite tous la bonne année, même si on sait que ça va commencer à être difficile. On continue à échanger avec notre collègue américain, avec le CDC, et on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Bon, pour la famille, les proches, tout va bien, on se souhaite la bonne année. On espère que tout ça ne sera qu'une mauvaise blague. Et puis, évidemment, en parallèle, on a un certain nombre de notes qui tombent, hein, de l'Académie de Rennes, de l'INSERM, du MESR, etc., qui nous disent, bon, là, ça va être compliqué, on va vers du dur. On avait des préfets comme celui du Morbihan, ancien gendarme, qui décident des mesures de confinement qui font d'ailleurs qu'il se fait largement taper sur les doigts, alors que l'histoire lui a finalement donné raison. Mais on va s'orienter vers le confinement. Alors, progressivement, on va savoir de quoi il retourne, hein, avec Isabelle Calbo à Sorbonne Université, à partir des éléments de séquence. Bah, vous avez ici en bleu la fameuse protéine spike de Covid, et puis cette image que l'on doit à Philippe Bringard, à l'équipe de Philippe Bringard à Tours, bah, on commence à identifier en fait ce virus-là qui va nous causer tant de soucis. Alors à partir de là, on commence à envisager les autorités de déployer des médecins militaires pour aller aider les populations françaises dans nos différents territoires ultramarins. Donc avec le Dixmude, déploiement du Dixmude, déploiement du Mistral, déploiement du Tonnerre. Et évidemment, pour armer ces hôpitaux, eh bien, on prélève sur l'hôpital militaire Clermont-Tonnerre, entre autres, plus Mulhouse. Je vais vous passer un petit film sur Mulhouse. Sauf que je vous ai dit que depuis 2016, on avait gentiment déflaté les effectifs de cet hôpital. Donc on prélève les personnels d'Active, à qui on dit eh ben, tu pars pour l'océan Indien, tu pars pour les Antilles, tu pars pour Mulhouse, un autre port de pêche, et tu vas remplir la mission. Oui, mais qui va tenir Clermont-Tonnerre? Et c'est là où les réservistes vont monter au front. On est un groupe d'environ 200 réservistes autour de la HIA Clermont-Tonnerre, et c'est là où on va finalement servir. Alors je vous montre
petit film qui m'avait été transmis par Jacques Escarment, donc qui a monté et commandé donc l'EMR de Mulhouse. Alors c'est des déploiements qui étaient un peu exceptionnels en métropole, mais qui sont relativement courants, on va dire, dans les rôles 3, dans les théâtres d'opérations extérieures. On peut retrouver de la réanimation, on peut retrouver de la chirurgie, on peut retrouver... Alors c'est toute une organisation, hein, comme vous pouvez le voir, mais là, en l'espèce, c'est de nos camarades d'Active qui se sont déployés, et donc on a prélevé sur les différents hôpitaux. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, on ne parle pas encore de vaccin, on ne sait pas encore trop ce qui se passe. Par contre, on sait que c'est mortel potentiellement. Il y a des gens qui s'en sortent pas, et dans la région de Mulhouse, on a eu quand même un certain nombre de décès. Et de cette expérience-là, de la manière dont on doit prendre en charge les patients, les accueillir, les accompagner, eh bien, ça sera extrêmement utile pour la suite. Et on ne peut que saluer l'engagement de tous ces personnels, parce que là, on part un peu vers l'inconnu, mais ils sont là. Ils ont répondu aux ordres. Il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout, qui se sont trouvés une excuse diverses et variées. Tout le monde était très engagé, et ça a été une expérience extrêmement riche. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais vous connaissez ces images, ça vous rappelle certainement quelque chose. Et une bonne partie des procédures ont été mises en place. Alors à Clermont-Tonnerre, qu'est-ce qu'on a fait ? Puisqu'il restait plus grand monde, pour être très clair, il restait la chefferie, mais qui déjà avait été quand même ponctionnée aussi pour aller servir dans les différents théâtres d'opération. Donc ça, c'est l'entrée de Clermont-Tonnerre. Alors vous l'avez ici, hein, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qui a été mis en place chez les militaires, c'est-à-dire le triage, c'est-à-dire un poste avancé qui permet finalement de trier, comme on le ferait sur d'autres théâtres, entre ceux qu'on va pouvoir faire vivre, et puis ceux qu'on estime ne pas pouvoir aider. Alors, l'idée, c'est le bâtiment des urgences. On va installer deux structures en face du bâtiment des urgences. Et l'idée, c'est que les gens n'aient qu'une marche en avant et ils ressortent par une autre porte, et qui est d'ailleurs celle qui fut reprise pour le petit fascicule que je vous ai montré tout à l'heure quand je vous ai parlé de la grippe espagnole. Comme quoi, 100 ans plus tard, voilà. Donc on a mis en place cette tente. Vous m'excuserez, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous la faire en présentation carabin. Hein, c'est un esprit qui m'est cher. On n'a pas grand-chose, mais on a quand même un certain nombre d'éléments, parce que dans les réservistes qui étaient avec nous, alors on a deux choses. Un, on a des stocks, des stocks de masques et des stocks de surblouses, parce qu'il y avait déjà eu les missions Ebola, et qu'on avait déjà eu des personnels, et en particulier des réservistes, des infirmiers réservistes et infirmières réservistes qui avaient été déployés en Afrique pour aller lutter contre Ebola quelques années plus tôt. Donc, on avait cette expérience, et effectivement, ça nous a permis de mettre en place un certain nombre de procédures. Donc, les patients Les patients étaient accueillis par ici, et en fonction des réponses aux questionnaires et prise de température, etc., eh bien, on les orientait vers une deuxième structure pour un examen un peu plus approfondi. Voilà, donc on a travaillé comme ça pendant quelques mois. C'est extrêmement chaud. On a fonctionné donc en 7/7 avec des horaires d'accueil 7h, 23h. Pour permettre à tous les patients, s'ils avaient des soucis de santé, de venir quand même. Et dans les premiers temps, en Bretagne, tout au moins, il fallait inciter les gens à venir. On avait des gens qui manifestement étaient en train de faire une crise cardiaque,
mais et on entendait le conjoint ou la conjointe à côté qui disait non, non, n'y va pas, tu vas attraper la Covid. Oui, mais là, vous êtes en train de serrer vos coronaires, il est temps de venir chez nous. Voilà. Donc, il fallait les accompagner, mais on faisait des roulements par 2 heures parce que là-dessous, il fait une chaleur terrible. Puis comme un fait express, à ce moment-là de l'histoire, il faisait beau. La deuxième structure, donc, qui permet cette fois-ci d'accueillir, donc on est un petit peu plus loin dans Clermont-Tonnerre, en face des urgences. Là, on peut réaliser des examens complémentaires, faire une écho, etc. Voilà, vous voyez un petit peu les locaux. Hein. C'est pas le Hilton, mais c'était très pratique et bien organisé. Voilà, donc là, le bâtiment est à peu près, cette tente était là, et en plus, on avait le bâtiment des urgences, et là, on pouvait continuer à prendre en charge les patients qui en avaient besoin. On a même installé un mini drive, donc quand on a eu les premiers tests, et et là, c'était évidemment la sortie, donc Clermont-Tonnerre, c'est un fer à cheval, on rentre par un côté, on sort de l'autre. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'un HIA, c'était très utile, parce que il a fallu prendre en charge aussi les équipages bleus et rouges des SNLE, parce qu'il y en a qui ont eu des mauvaises surprises, c'est-à-dire qu'ils étaient à peine rentrés, mais l'équipage rouge était contaminé, donc l'équipage bleu, eh bien, ils ont eu le droit à un avitaillement et puis de repartir à la mer, hein, voilà, comme ça c'est sympa. Et puis surtout que le système civil ne permettait pas d'assurer la confidentialité de tous ces personnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la liste complète des équipages bleus, rouges des SNLE n'est pas publique. De même que pour nos camarades des forces spéciales, leur prénom nous suffit, la soupe au grade c'est bien, mais sauf que dans le système public, c'est nom, prénom, date de naissance, et là, la notion de confidentialité ne passait pas du tout. Donc, on s'est dit, tiens, la chia finalement à Brest peut être pratique. Dans l'entretemps, j'ai fait un chardon depuis Paris. Donc ça, c'était aussi une grande expérience de voir comment Montparnasse avait été transformé depuis les hôpitaux parisiens. Et puis, il y a eu un Morphée qui est aussi arrivé à Brest, et on a eu des patients qui ont ensuite été redispatchés entre Brest et Quimper. Alors on a été interviewé, et là il y a beaucoup de réservistes. À un moment donné dans Clermont-Tonnerre, parce qu'il fallait continuer à faire tourner la cardio, la pneumo, la radio, etc. Donc on était, à un moment donné, vers le mois d'avril 2020, les 2/3 de l'effectif c'était des réservistes. Alors pourquoi j'ai pu y aller ? Bonne question, puisque je vous ai dit je suis PUPH, pourquoi vous n'êtes pas resté dans votre hôpital ? Tout simplement parce que moi mes patients, myopathes, muco, ils étaient claquemurés chez eux. Voilà, donc je faisais de la téléconsultation. J'allais pas à la chia tous les jours. Et mon activité hospitalière, du coup, elle était réduite. Il y avait quelques analyses de génétique, mais c'était pas non plus mirobolant. C'était pas la priorité du moment, on va dire. Du côté universitaire, c'était plutôt très calme. Ce qui fait que j'avais de coup ce temps-là. Donc sur cette période, on va dire de mars à août 2020, j'ai fait environ 30 à 40 jours de réserve. Donc ça fait environ 7 à 8 semaines d'activité de réserve. Alors pendant ce temps-là, nos amis les animaux ont repris le dessus. Donc ça, c'était tous les copains qui ont pu m'envoyer quelques images depuis l'IEM. Et puis on découvrait en même temps les variants, hein, les différentes souches, leur dangerosité, etc. Et ça a évidemment suscité notre curiosité scientifique, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui, donc je passerai un petit peu rapidement. Le commissariat aux armées n'étant jamais complètement absent, il décide finalement que, depuis le mois de mars jusqu'à juillet, on était sous la tente, mais que ça serait bien qu'on ait cette fois-ci un module de triage. Donc au mois de juillet, on voit arriver un splendide module. Donc effectivement, c'était la bonne idée, sauf qu'il faisait très beau et que du coup, c'était très chaud à l'intérieur.
Mais c'est pas grave, l'intention était là. On a pu développer des petites applications avec des étudiants des écoles d'ingénieurs de Brest qui permettaient d'avoir des tablettes pour permettre aux gens de faire leur auto-questionnaire. Et puis en fonction des réponses, eh bien, on pouvait les recevoir en consultation. 2021, donc on passe cette fois-ci à la vaccination. Alors je vous rappelle, hein, au début, il n'y avait pas de vaccin et puis les gens en voulaient là, maintenant, absolument. Il n'y en avait pas. Et puis quand il y en a eu, ils n'en voulaient pas et c'était sorti trop vite. Très bien. Et puis, deuxièmement, il y avait cette histoire autour de l'hydroxychloroquine de notre camarade du sud de la France, qui, évidemment, a jeté un certain nombre de discrédits sur ce qu'on pouvait avoir comme travail. Et puis comme l'élixir d'un de mes ancêtres n'avait pas été retenu pour la vaccination, on a finalement choisi de rester sur donc un journal très sérieux, le New England Journal of Medicine, avec ces deux types de vaccination, hein, donc basé sur l'ARN messager que vous connaissez bien maintenant. Je tiens à préciser, puisque l'occasion m'en est donnée, qu'en fait, dans le traitement des amyloïdoses, on utilisait déjà les ARNI depuis 2018. Donc l'usage des ARN dans le traitement de maladies génétiques humaines, c'était déjà le cas et c'était déjà approuvé par la FDA, le EMA et compagnie. Donc tous ceux qui ont dit c'est sorti trop vite, ça vient de n'importe où, bon, c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup bossé leur biblio. À partir de ça, on commence dès le 6 avril, on met en place la vaccination à Clermont-Tonnerre. Et puis là, je vous rappelle, hein, les actifs, ils sont dehors. Donc à un moment donné, ils sont ramenés, mais ils ont droit à des permes. Ils sont fatigués, il faut continuer. Donc on dit aux réservistes, est-ce que vous ne voulez pas continuer? Bah si, en plus c'est un groupe sympa, on se connaît bien, on a beaucoup bossé ensemble, donc on continue. Et puis, ça va être l'opération Résilience, donc une OPIN, avec le montage du centre de vaccination à partir de mai. Au total, on aura fait 28 000 vaccinations sur la place brestoise dans ce centre de vaccination. Donc avec une partie accueil, les gens qui vont donc pouvoir attendre d'être appelés pour être vus en consultation. Donc là, avec Agathe Pérez, qui est une ancienne du service, mais qui était là en tant que réserviste, avec notre tante qu'on a emmenée avec nous, hein, un peu le doudou qu'on a emmené avec nous dans notre nouveau gymnase, parce qu'il fallait un poste de secours, parce que quand on injecte, il y a toujours des gens qui vous font des petits malaises, voire des gros. Donc il faut pouvoir les prendre en charge. On en a eu quelques-uns. Voilà, donc au départ, donc le 6 avril 2021, on était à 1000 vaccinations semaine, et puis quelques semaines plus tard, donc en mai 2021, là on était à 1000 vaccinations jour. Voilà, donc, et l'organisation, elle s'est faite à 90% autour de réservistes. Voilà, alors je vous ai fait un petit film, donc là les gens attendent. Et puis là, il y a les box de consultation. Là, ce sont les box d'injection, la tente de secours si besoin. Et là-bas au bout, les gens devaient attendre donc quelques minutes avant de pouvoir avoir leur papier et sortir. Alors évidemment, pendant ce temps-là, on a essayé parce que c'était très anxiogène, on a essayé d'agrémenter. Donc pour les Brestois, il y a Ramine qui avait prêté des toiles pour que ça soit un petit peu plus sympa. Et puis il y a un certain nombre de groupes comme celui-là de Jazz New Orleans qui sont venus finalement jouer pour décontracter un peu les gens, parce qu'il y avait une telle cacophonie au niveau du message qu'en fait beaucoup de gens étaient extrêmement angoissés. Au niveau des directives reçues par la DGS, c'était aussi très, on va dire, évolutif, avec des schémas vaccinaux, en particulier pour les soignants, où on a commencé avec de l'AstraZeneca, puis du Pfizer, on a terminé avec du Moderna, où ça a été très très hétérogène. Et puis, bon, je vous ai parlé de cette angoisse des gens qui étaient autour de nous, savoir est-ce que je vais avoir la 5G, est-ce que je vais avoir un troisième bras, est-ce que je vais rencontrer les extraterrestres, bref.
à peu près tout et n'importe quoi. Et pour nous récompenser de ça, en plus, on nous dit, bah, vous allez aller défiler sur les Champs-Élysées. C'était un grand honneur pour le bloc anti-Covid. Donc là, c'était Martine défile avec le SSA. Donc on va tous au Fort Neuf de Vincennes. Et puis on essaie de se préparer. Alors évidemment, le SSA dans ces cas-là prévoit pas grand-chose. L'avantage, c'est que souvent, en fait, sur les troupes qui sont là, on a accompagné beaucoup de gens. Et beaucoup viennent nous voir en disant « Ah, au fait, on s'était retrouvés au Mali, on s'est retrouvés en Afghan, on s'est retrouvés en Guyane, on s'est retrouvés à Petaouchnok », ce qui fait que leur intendance nous supplée la défaillance de la nôtre. Et en l'espèce, on était très heureux d'avoir pris en charge un certain nombre de détachements de légions parce qu'eux, ils sont arrivés, on voit les professionnels et les gens qui ont l'habitude d'aller sur les théâtres d'opérations extérieures. Donc on se prépare du mieux possible, tout ça dans une ambiance assez sympathique, hein, puisqu'on avait tous sur nos différents hôpitaux vécu un peu la même chose. On s'est préparé au mieux que l'on puisse. Au petit matin sur les champs, c'est toujours impressionnant et un grand moment de cohésion qui nous ont donc beaucoup... celle-là, celle-là. Oh, joli. Ça, c'est toujours des moments qui sont importants parce que on a fini la vaccination. Là, c'est le 14 juillet 2021. On a fini la vaccination fin octobre 2021. Donc, une fois qu'on a eu fini de défiler, on a pris quelques permes et on est reparti au charbon parce que c'était pas fini. Et nos camarades d'active, eux aussi, il y avait toutes les permes à gérer de Clermont-Tonnerre. Enfin bref, pour un hôpital qui jusque-là, je vous rappelle, hein, était en position de squelette. Hein. Donc le gras, c'était les réservistes. Alors, qu'est-ce que j'en ai tiré et au regard de la thématique qui est la nôtre, le sens de la mission, il était extrêmement partagé. Commandant, j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre retour. Le sens de la mission, il était très clair pour tout le monde, que ce soit la prise en charge pendant la crise Covid, puis la vaccination. Ça, c'était extrêmement simple à comprendre et tous les personnels étaient là. On avait un imaginaire partagé, et ça c'est aussi très important à mon avis. C'est-à-dire que avoir un bout de tissu avec 3 couleurs dessus, ça évoque des choses. Et ça évoque des choses aux gens qui sont présents, et ça leur donne, ça leur donne des objectifs, ça leur donne un niveau de valeur partagé. Et ça, cet imaginaire commun, il est extrêmement puissant. Et nous, c'est pour ça que j'avais pris cette photo. Entre le drapeau tricolore, notre drapeau de notre pays, et la Croix-Rouge, le service sanitaire, on était vraiment au cœur de nos missions. La cohésion, elle est absolument essentielle et elle s'est acquise aussi au fil du temps parce qu'on était partis avec les uns ou les autres sur des opérations parfois pour faire de la bobologie pour Sentinelle ou autre chose. Mais en tous les cas, on était partis ensemble. Et ça, c'était extrêmement important. La notion de courage, ça, c'était parce qu'en 2020, on ne savait pas où on allait. Et néanmoins, les gens sont venus. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de gens qui ont fait valoir des clauses de « je ne suis pas là, j'ai aquaponé » ou j'ai autre chose. Donc ça, c'était extrêmement important et c'est en partie lié à cet imaginaire partagé. La complémentarité, active, réserve. À un moment donné, on avait les clés de Clermont-Tonnerre quasiment. Le corps médical et le corps paramédical. On a beaucoup appris des pratiques de nos camarades paramédicaux de par leur expérience en Afrique liée à Ebola, à la gestion des crises Ebola. Le rôle de la réserve de niveau 1, je crois que dans ce cadre-là, il n'a pas été, il est maintenant clairement établi et sans nous, Clermont-Tonnerre aurait dû faire un choix, notamment soit je fais du soin, soit je fais de la vaccination, mais je ne fais pas et du soin et la vaccination, par exemple.
L'importance d'un HIA à Brest, quand vous avez d'un seul coup tous les élèves d'une promotion de Mestrance ou de l'école navale qui débarquent, il faut pouvoir les prendre en compte de la même façon qu'un bâtiment de la Marine nationale. Voilà, il y avait une petite antenne qui était au 16e CMA, mais des fois ça suffit pas. Donc dans ces cas-là, un grand ensemble, c'est quand même important. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que dans cette configuration-là, le top-down a rencontré le bottom-up. C'est-à-dire que les ordres venaient, certes, d'en haut, mais le terrain pouvait s'exprimer et faire des propositions. Parce que, oui, on avait quelques stocks pour des surblouses, mais rapidement, on est tombé en rade. Et qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu les paysans du Nord Finistère qui nous ont amené des bâches noires. Et donc, il y a eu des ateliers couture, thermocollage, etc., mais avec des compétences qui n'étaient pas du tout médicales, mais de gens qui avaient acquis des compétences, des fois de loisirs, et qui venaient les partager et qui nous ont été extrêmement utiles. Et puis le système D à la française, qui marche toujours très très bien, bon, basé quand même sur des compétences acquises au cours de formation. Hein, ce n'est pas de l'improvisation totale. Les boucles d'amélioration continue, ça a été extrêmement positif, c'est-à-dire qu'on avait régulièrement, pratiquement même tous les matins, que ce soit au centre de vaccination ou à Clermont-Tonnerre avec les personnels présents, on avait qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, comment on peut l'améliorer, et tout le monde pouvait s'exprimer. À la fin, évidemment, les officiers qui étaient présents et en charge du module de triage devaient décider, mais tout le monde avait le droit à la parole, et il n'y avait pas, toi, tes deuxièmes pompes, tu te tais et c'est terminé. En plus, on avait, comme je vous l'ai dit, beaucoup de réservistes. Donc les réservistes venant du monde médical, du monde de la santé, on va dire, de manière très large, bon, ils ont l'habitude de parler. Hein, et puis si on n'est pas gentil avec eux, de toutes les façons, on ne les revoit plus après. Donc il faut aussi le prendre en considération. Le manque de jeunes, ça par contre, ça m'a choqué. C'est-à-dire qu'on était beaucoup d'anciens. J'ai 48 ans, je faisais partie des plus jeunes. C'est-à-dire qu'on était beaucoup d'anciens, un peu blanchis sous le harnais, qui avons été élevés d'une certaine façon dans nos études médicales, où on n'était pas dans la... se plaindre n'était pas à l'ordre du jour, même si on avait 32 lits à gérer, il fallait se démerder pour que la visite soit faite 2 fois par jour. Voilà. Bon, là, les évolutions. Et là, en l'occurrence, j'ai pensé, du coup, il y a les JNR, puis je vais vous parler des journées nationales de formation des réservistes, où j'ai souhaité que les plus jeunes soient davantage présents, mis en valeur de manière à travailler. Dans les choses négatives, les messages contradictoires, ordre contre ordre, désordre, ça c'était très 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 dommage. Ce qui fait que parfois on a fait à notre sauce, quels que soient les ordres qui arrivaient d'en haut. Voilà. On s'est adapté au terrain. On a rendu compte après de comment on avait fait, que la mission avait été remplie. Quand dans les premiers temps d'avril, on nous disait oui, c'est 5 doses par ampoule et pas plus, et qu'on arrivait à en tirer par l'expertise des personnels paramédicaux une 6e, une 7e, une 8e dose, parfois en se démerdant un petit peu, ça, on nous a rapidement tapé sur les doigts en nous disant non, c'est prévu pour 5, pas plus. Non. Et puis la reconnaissance, elle est venue par ce défilé, parce qu'il y avait quand même un bloc vaccination qui a été représenté. Après, le SSA dans sa globalité n'est pas le service où il faut venir chercher particulièrement des honneurs, parce que c'est pas le but du jeu. Et puis très honnêtement, vu tout ce qu'on a vécu tous ensemble, c'était ça notre récompense. Et c'est pour ça que je prenais cette poésie, ce vers de Paul Éluard, hein, la nuit n'est jamais complète, il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Et ça, c'est vraiment ce qui a fait notre force pour affronter cette situation. Après, j'ai eu d'autres occasions d'aller me promener avec l'armée française. Bon, c'est nul en termes d'agence de voyage, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis là, début juin, j'organise à Brest les journées nationales de formation des réservistes du groupement des organisations de réservistes du SSA.
Et on aura notamment mon ami donc, Jacques Escarment, qui a commandé Mulhouse et qui va nous faire un joli petit retour là-dessus. Et puis après, on va se faire, soit il y a ceux qui iront à la visite de la base navale, mais on a surtout 3 ateliers sur la prise en charge du blessé radiocontaminé, l'accident de plongée, le caisson hyperbare, et puis le sauvetage au combat, qui sont notre ADN, si vous me permettez l'analogie avec mon métier. Et je vous remercie de votre attention.